Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Université d'Evry. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir pour notre conférence Mercredi de la découverte qui parle de la licence Sciences pour l'ingénieur. Et pour ce faire, nous allons accueillir Madame Elisabeth Connaisson, ici présente, qui va vous présenter la formation. Donc Madame Connaisson est maître de conférence à l'UFR Sciences et Technologies et elle est responsable de la licence Sciences pour l'ingénieur. Madame Connaisson, à vous la parole. Merci. Bonjour. Donc effectivement, je m'appelle Elisabeth Connaisson, je suis responsable de la mention Sciences pour l'ingénieur et je suis aussi responsable pédagogique de la première année. Alors mon rôle en tant que responsable, c'est de m'assurer que tout se passe au mieux pour les étudiants pendant leur scolarité, que les enchaînements des matières sont, on va dire, cohérents par rapport aux différents acquis et aussi par rapport au métier que nous visons. Donc cette licence a été construite en partenariat avec des entreprises, avec aussi des retours que nous avons au niveau des anciens étudiants. Donc elle colle, on essaye en tout cas de la faire coller au mieux avec les besoins dont vous allez avoir besoin pour pouvoir vous insérer dans une vie professionnelle. Je vous ai mis mon adresse mail, mais vous la retrouverez aussi sur le site de l'université. Mais donc si vous avez des questions là au cours du live, il ne faut pas hésiter à les poser. On y répondra alors soit au fur et à mesure, soit à la fin, c'est pas un problème. Et puis surtout, si vous avez d'autres idées, d'autres questions qui peuvent vous venir plus tard, faut pas hésiter, vous m'envoyez un mail, j'essaye en général d'y répondre assez rapidement. Alors, la licence Sciences pour l'ingénieur est accueillie par l'UFR Sciences et Technologies. Alors, une UFR, c'est ce qu'on appelle une unité de formation et de recherche, c'est-à-dire que c'est une composante de l'université qui allie les enseignements et la recherche. Et donc nous sommes spécialisés en sciences et en technologie. Nous accueillons tous les ans environ, alors cette année en tout cas, nous avons 1050 étudiants qui sont répartis de la L1 au M2. Dans cette UFR, en fait, nous avons la chance d'être sur un site porteur, dans le sens où Evry est quand même une bonne pépinière, que ce soit d'emploi, que ce soit pour la poursuite d'études. Sur l'UFRST, nous sommes un petit peu délocalisés d'Evry Centre, mais ça nous permet d'avoir un site qui est vraiment dédié à ce que nous faisons et qui nous permet d'avoir suffisamment de place, mais je reviendrai dessus après. Grosso modo, ce site nous permet d'avoir nos propres amphis, des salles de TP, de TD qui sont bien équipées, une halle technologique, une bibliothèque, une cafétéria, ce genre de choses. Nous avons environ 46 enseignants-chercheurs qui sont dans cette UFR Sciences et Technologies. Nous disposons aussi de l'appui de 8 personnels administratifs et 8 personnels techniques. Donc le rôle est, pour les personnels administratifs, par exemple, de vous accompagner tout au long de vos études. Et puis pour les personnels techniques, de monter les travaux pratiques, puisqu'ils sont quand même très nombreux au niveau de cette formation. La continuité pédagogique est assurée grâce à 3 départements. Donc un département de génie électrique, un département de génie informatique et un département de génie mécanique. Et puis, toute la formation s'adosse sur la recherche, puisque UFRST, c'est formation et recherche. Donc, ça s'adosse sur 2 laboratoires. Le laboratoire IBISC, donc c'est informatique, bioinformatique et systèmes complexes. Et le laboratoire LM2E, donc c'est le laboratoire de mécanique et d'énergétique d'Evry. Au niveau de la licence, donc vous pouvez arriver sur la première année avec un baccalauréat. Alors il a un petit peu évolué, ce baccalauréat forcément, mais si vous avez pris des options au minimum maths complémentaires, enfin l'option de mathématiques,
et puis l'option physique-chimie ou l'option sciences pour l'ingénieur ou numérique, normalement vous serez armé pour pouvoir suivre ces études-là. Donc la licence, c'est sur 3 ans. La première année, c'est une année de tronc commun. Donc tous les étudiants suivent rigoureusement les mêmes enseignements. Je reviendrai sur les enseignements après. La licence deuxième année est elle aussi en tronc commun. Et à partir de la 3e année, vous aurez la possibilité de commencer à vous spécialiser dans un domaine ou un autre en fonction de vos envies, en fonction de ce que vous voulez faire plus tard, que ce soit au niveau du métier ou que ce soit au niveau d'une poursuite d'études. Au niveau des propositions, donc, nous avons 4 parcours possibles. Le parcours électronique, automatique et traitement de l'information, le parcours génie mécanique et le parcours ingénierie des systèmes industriels. Donc ces 3 parcours se font en formation initiale. Et nous avons aussi un parcours spécifique qui peut se faire en apprentissage. Une fois que vous avez votre licence en poche, vous pouvez aller travailler, il n'y a pas de problème, ou vous pouvez poursuivre vos études. En termes de poursuite d'études, nous avons, nous avons monté des masters qui suivent directement cette licence et directement les différents parcours que nous proposons. Ce sont des masters Paris-Saclay. Donc il y a un master en électronique, énergie électrique et automatique. Alors a priori, pour rentrer dedans, il vaut mieux avoir fait quand même le parcours ATI ou l'apprentissage. Nous avons aussi un master de mention mécanique et un master ingénierie des systèmes complexes. Ça, ce sont les masters qui sont proposés directement à l'UFR Sciences et Technologies en poursuite directe, je dirais, de la licence. Maintenant, rien ne vous interdit de nous quitter, d'aller voir ailleurs. Vous pourrez postuler avec cette licence à beaucoup de masters scientifiques et ou des masters technologiques. Et puis, vous avez aussi la possibilité, après la licence, de rentrer en école d'ingénieur. Une fois ce master ou cette école d'ingénieur terminée, vous pourrez aller travailler. Et puis pour ceux qui auraient encore envie de poursuivre leurs études et d'avoir un diplôme supplémentaire, vous avez aussi la possibilité d'aller jusqu'au doctorat. Il y a des doctorats aussi qui sont proposés à l'UFR Sciences et Technologies. Donc voilà globalement les possibilités que vous avez en suivant cette licence Sciences pour l'ingénieur. Petite chose aussi que je n'ai pas précisé là dans mon discours, c'est que après, si vraiment vous voulez faire des études courtes, il faut savoir que la licence pour Sciences pour l'ingénieur est une licence générale, que l'on dit générale. Donc, elle a été quand même majoritairement construite de manière à ce que vous puissiez poursuivre vos études. Si vraiment vous avez envie de faire des études courtes, de vous arrêter à un Bac+3, dans ces cas-là, à la fin de la 2e année, il est préférable de s'orienter vers une licence professionnelle, de manière à avoir un aspect justement beaucoup plus professionnel, même si on l'a dans la licence SPI, mais d'aller un petit peu plus loin avec cette licence professionnelle pour pouvoir vous faire embaucher directement. Alors, globalement, maintenant on va rentrer un petit peu un peu plus dans les détails. Donc la licence SPI, c'est à peu près 1800 heures d'enseignement sur les 3 ans. Ce qui fait un gros volume horaire, hein, je ne vous le cache pas, puisque on est, je crois, à peu près au maximum du volume horaire que l'on a droit de dispenser sur une licence. Et donc, au terme de ces 3 ans, vous pouvez acquérir 180 ECTS. Il y a un stage qui est à faire et qui dure 2 mois en L2, donc en fin de 2e année. Et puis, dans les aspects pratiques, vous avez aussi un projet d'une centaine d'heures en 3e année. Alors, par rapport à d'autres licences, nous avons choisi, nous, de mettre le stage en fin de 2e année pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour les étudiants qui souhaiteraient faire des études courtes, le fait d'avoir effectué un stage leur permettra plus facilement d'être pris dans une licence professionnelle.
Et pour les étudiants qui souhaitent aller vers de l'apprentissage en troisième année, eh bien, ce stage leur permet de commencer à côtoyer les entreprises. Donc ça les aide après dans leur recherche d'entreprise justement pour faire cette année d'apprentissage. Donc voilà pourquoi il est en L2 et pas en L3 comme peut-être plus traditionnellement dans d'autres licences. Donc je vous disais, en L3 il y a quand même la professionnalisation, donc les TP, mais entre autres un projet d'une centaine d'heures. Et puis les enseignements vont se décomposer en fait en 4 volets. Donc vous avez des enseignements fondamentaux, donc notamment des mathématiques et de la physique. Alors, des mathématiques et de la physique, beaucoup en L1 et en L2, pour justement préparer ceux qui voudraient aller vers des écoles d'ingénieurs à pouvoir éventuellement y rentrer. Et puis parce qu'en plus, les mathématiques et la physique que nous faisons sont les outils qui vont être nécessaires derrière à certaines matières technologiques. Et donc, il faut avoir absolument ce bagage pour pouvoir suivre les autres matières. Ensuite, vous allez avoir des enseignements disciplinaires, donc de l'électronique, de la mécanique et de l'informatique. Des enseignements que nous, on appelle formation de l'ingénieur, donc beaucoup plus pratiques, qui vont faire appel justement aux enseignements disciplinaires, donc le génie électrique, le génie mécanique et le génie informatique. Et puis, des enseignements transversaux, forcément de l'anglais, de la communication, des usages numériques, ce genre de choses. Globalement, d'une année sur l'autre, ça évolue un petit peu, mais globalement, sur les 3 années, vous aurez à peu près, vous voyez, 26% de cours magistraux, 40% de travaux dirigés, donc des séances en plus petits groupes, c'est des groupes à peu près de 24 à 28 étudiants, donc ça reste quand même raisonnable. Et puis, à peu près un tiers du temps est consacré aux travaux pratiques, où là, vous êtes entre 12 et 14 étudiants à suivre ces enseignements de travaux pratiques. Au niveau des différents domaines, donc les 4 volets que je vous présentais précédemment, on a essayé de les équilibrer parce que les sciences pour l'ingénieur, en fait, c'est un domaine qui est très vaste. Et qui nécessite d'avoir, quels que soient les métiers que vous allez faire, quels que soient les métiers que vous allez viser, ces métiers en fait nécessitent d'avoir une base assez solide dans plein de domaines différents. Si je prends l'exemple, admettons que vous vouliez être roboticien, un robot, ça allie de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique pour le programmer. Si vous voulez travailler, on a beaucoup d'étudiants qui veulent travailler dans le monde de l'aéronautique, c'est pareil, un avion, c'est des parties mécaniques, des parties électroniques et informatiques. Si vous voulez développer des programmes pour des systèmes industriels, il faut comprendre un minimum ce qui se cache derrière ces systèmes industriels. Et donc, il faut avoir une base, encore une fois, de mécanique, d'électronique et d'informatique. Donc, c'est pour ça qu'on a une répartition de ces enseignements par domaine qui est relativement homogène. Alors, forcément, en 3e année, puisqu'on va avoir un début de spécialisation, ou tout du moins un début d'orientation, l'équilibre est un petit peu différent, forcément. Donc, vous allez trouver dans cette formation une trentaine de % de tronc commun. Donc, le tronc commun, ça va être de l'anglais, pardon, ça va être encore des usages numériques, ce genre de choses. 17% du temps sera en projet, 24% d'électronique, 16% d'informatique. Et puis, vous aurez la possibilité aussi de suivre une option au choix, donc soit système aérospatiaux, soit système automobile. Vous voyez que cette option, c'est pas pour vous spécialiser dans un domaine ou un autre, parce que 10% du temps, c'est pas non plus énorme. En revanche, c'est pour vous sensibiliser à un domaine de l'industrie un peu particulier et tant qu'à faire, on s'adapte au domaine de l'industrie qui recrute. Au niveau du génie mécanique, donc du parcours génie mécanique, vous voyez le tronc commun, le projet et l'option ont les mêmes volumes horaires. Au niveau de la spécialité donc de mécanique et de génie mécanique, vous avez 20% en mécanique et modélisation,
Donc là, ça va être tout ce qui est modélisation mécanique, la simulation, le début, un petit peu de début de calcul de structure. Et puis, vous avez une vingtaine de pourcents aussi en conception et fabrication. Là encore, deux options au choix, soit l'option de design industriel, soit une option d'ingénierie mécanique. Dans le parcours EASY, donc ingénierie des systèmes industriels, l'idée c'est d'aller vers des métiers plutôt de la production et donc qui vont nécessiter d'avoir un bagage un peu plus large que les deux précédentes. C'est pour ça qu'en fait le volume horaire de spécialité se décompose en trois parties. Donc une partie plutôt génie électrique et informatique, avec tout ce qui va être par exemple les réseaux de terrain, l'informatique industrielle. Du génie mécanique, donc plutôt conception et fabrication, assez peu de modélisation puisque c'est pas le but des métiers. Et puis de la production, donc gestion de production, logistique, ce genre de choses. Deux possibilités d'options encore, soit l'industrie aéronautique, là encore parce que alors jusqu'au début de la pandémie, en tout cas, ça recrutait plutôt pas mal. Et puis de toute façon, des avions, il y en aura quand même toujours, il faudra toujours en faire la maintenance. Et puis l'autre option qui est la robotique industrielle. Enfin, le dernier parcours qui est proposé en troisième année, c'est un parcours donc en apprentissage, ce qui veut dire que c'est la moitié du temps au niveau de l'UFR et l'autre moitié du temps en entreprise. Au niveau de ce parcours, en fait, là, il n'y a pas vraiment d'option métier de proposer comme précédemment, puisque vous allez être apprenti, vous allez être dans une entreprise déjà. Donc vous faire des cours, par exemple, d'aéronautique, si vous êtes déjà embauché chez Safran, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt pour vous. Donc ici, les options qui vous sont proposées, en fait, sont des options qui vous permettent après d'accéder aux différents masters que nous proposons. Au niveau de la répartition école-entreprise, c'est une alternance courte, c'est-à-dire que nous avons choisi délibérément de prendre une alternance de 2 ou 3 jours en école et 2 ou 3 jours en entreprise par semaine. Parce que ça vous permet en fait d'avoir accès à beaucoup plus de contrats d'alternance, parce que beaucoup d'entreprises apprécient d'avoir leur apprenti un peu tout le temps dans la semaine. Il y a certaines alternances, par exemple, de 15 jours ou de 3 semaines, voire même de 1 mois, et certaines entreprises disent « bah oui, mais bon, on voit pas notre apprenti pendant 1 mois, donc ça fait long ». Et puis même pour vous aussi, revenir en école à être, je dirais, assis à écouter un prof 8 heures par jour quand vous avez déjà passé 1 mois en entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Donc cette alternance permet de garder un rythme assez intéressant au niveau donc, des enseignements pour vous, et puis pour les entreprises, elles permettent de vous confier aussi des projets qui peuvent être un peu plus intéressants dans le sens où ils savent que voilà, toutes les semaines, ils vont vous voir. Et donc, ils vont pouvoir vous proposer un projet tout au long de l'année plutôt que plein de petits bouts de projets par-ci, par-là. Donc voilà pourquoi on a choisi cette alternance-là. Alors, dans les chiffres qu'il faut, pas connaître ou avoir en tête, mais en tout cas, on ne va pas vous mentir, il est vrai que traditionnellement, les premières années de licence sont quand même assez difficiles. Pas forcément au niveau des enseignements, mais parce que c'est quand même un bouleversement de passer du lycée à l'université. Il faut savoir quand même que sur l'UFR Sciences et Technologies, sur donc cette licence, vous avez vu qu'il y a beaucoup d'enseignements qui se font en petits groupes, que ce soit en séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques. On essaye de garder quand même un petit peu ce qui se passait au lycée, de manière à ce que tout ne soit pas chamboulé d'un coup. Mais néanmoins, c'est quand même pas facile. Alors, j'ai quelques chiffres là à vous présenter. Maintenant, j'ai pas les derniers, hein. J'ai pas pu avoir les dernières valeurs, mais vous voyez que, en gros, quand même, une fois qu'on a sorti des statistiques les étudiants qui ont abandonné en cours de route, soit parce qu'ils trouvaient ça difficile, soit parce qu'ils se sont, et c'est souvent le cas malheureusement, un peu trompés dans leur orientation.
Bon, on arrive quand même à des taux qui sont tout à fait acceptables et donc en travaillant régulièrement, ce qu'on appelle travailler régulièrement, c'est assister aux cours, apprendre son cours, préparer les travaux dirigés et les travaux pratiques. Bon, bah, globalement, on arrive à une 60aine de % d'admis, ce qui est quand même plutôt pas mal. Cette année, donc, pour l'instant, on n'a pas fait de jury encore, donc je ne peux pas vous donner de chiffres de réussite. En revanche, là, actuellement, donc, nous avons 149 étudiants inscrits et on a moins de 20% d'abandon. Donc, ça veut dire quand même que cette licence, en tout cas les étudiants qui sont rentrés cette année, ont bien ciblé leur choix d'orientation. Alors, qu'est-ce que vous pourrez faire à l'issue de la licence? Soit poursuivre vos études, soit aller travailler. Que vous poursuiviez vos études, toujours dans les domaines des sciences et techniques pour l'ingénieur, ou que vous alliez directement travailler, vous pourrez travailler dans les domaines que vous voyez ici. Donc, vous pouvez travailler dans les domaines de l'automatisme, dans la CAO, donc conception assistée par ordinateur, la production ou la maintenance assistée par ordinateur, ce genre de choses. Pour ceux qui auront suivi l'option de design industriel, voilà, les métiers du design peuvent vous tendre les bras. Vous pouvez travailler en électronique, en informatique, en mécanique, dans tous les métiers de la production, les métiers de la qualité, les réseaux, que ce soit réseau télécom, réseau de terrain, réseau embarqué, en robotique industrielle par exemple, ou dans les télécoms. Donc vous voyez quand même que le champ des métiers est très vaste. Le fait que vous ayez 2 années qui soient purement en tronc commun, ça va aussi vous laisser le temps de découvrir un peu toutes ces matières-là. Pour ceux qui hésiteraient encore, ça vous laisse le temps donc d'apprendre quand même des choses qui vont vous servir, quel que soit le métier que vous allez choisir plus tard. Si par exemple vous travaillez, vous dites j'aimerais bien faire du design industriel, dessiner, être dans le design produit, créer des nouveaux produits, pour ça, de toute façon, il faut avoir fait de la mécanique parce qu'il faut être capable de produire et de dessiner et de savoir en quel matériau vous allez faire votre produit. Et puis, si c'est un produit qui accueille une partie d'électronique, il faut quand même avoir des bases d'électronique. Enfin, donc, quel que soit le métier que vous allez choisir ici, parmi ceux qui sont les domaines qui vous sont proposés, vous ne perdrez pas votre temps, que ce soit au niveau des 2 années de tronc commun, et surtout, ça vous laisse le temps, ces 2 années de tronc commun vous laissent le temps de choisir. Oui. Alors, nous avons une question de Inès, qui dit bonjour. Bonjour Inès. Après la 3e année de licence, on intègre une école d'ingénieur directement en 2e année ou en première année? Alors en général, c'est plutôt en première année. Les écoles d'ingénieurs, bien souvent, prennent les étudiants avec à l'entrée en Bac+3. Donc c'est vrai que vous avez peut-être l'impression de redoubler 1 an. Maintenant, c'est jamais une année de perdu. Vous pourrez aussi tenter de rentrer en école d'ingénieur et passer les concours directement après votre 2e année de licence. C'est possible. Après, ça dépend, encore une fois, ça dépend des écoles, mais c'est tout à fait possible de vous présenter au concours. Maintenant, c'est vrai que nous, on voit plutôt nos étudiants vont plutôt jusqu'à la fin de la L3, donc la fin de la licence, et après vont en école d'ingénieur, donc effectivement en repartant, on va dire, 1 an en arrière. Il y en a d'autres questions ou je continue? Non, mais je me permets de vous poser une petite précision. La licence en 3e, après une année de 3e année de licence pro, pardon, est-ce qu'on peut, de même qu'une licence générale, oui, intégrer une école d'ingénieur également? Ouf, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué. La licence pro, elle est créée pour aller travailler derrière. Alors, peut-être que certains recruteurs de licence pro vont dire « Si, venez chez nous, vous pourrez aller en master ou en école après ». Maintenant, il faut être conscient que normalement, en master, derrière, on a le droit éventuellement de recruter quelques licences pro, mais c'est très rare. Et puis, c'est les majors de promo, quoi, en gros. Donc, il faut vraiment voir que la licence professionnelle est excellente pour aller travailler parce qu'elle spécialise vraiment les étudiants vers des métiers directement. Mais par contre, pour poursuivre ses études, c'est pas le meilleur choix.
C'est beaucoup plus difficile après de rentrer en master ou en école d'ingé. Une autre question Oui. de Quentin. Donc lui aussi dit bonjour. Bonjour Quentin. Bonjour. Avec un master, peut-on encore rentrer dans une école d'ingénieur? Bah, si vous avez déjà un master, je dirais que ça ne sert pas à grand-chose de retourner en école d'ingénieur, dans le sens où le master vous amène aussi un bac+5. Alors, il est vrai qu'il y a une différence entre le master et l'école d'ingénieur, c'est que l'école d'ingénieur va vous donner le titre d'ingénieur. Le master, qui est l'université, ne vous donnera pas le titre d'ingénieur. En revanche, vous formera au métier de l'ingénieur. Donc, il y a une petite différence. En soi, dans les entreprises, maintenant, la plupart des entreprises ne font pas de différence entre un étudiant issu d'une école d'ingénieur ou un étudiant issu d'un master. Je dis bien la plupart parce qu'il y a toujours quelques entreprises, mais de plus en plus rares, qui disent « Ah ouais, mais moi je vais recruter que dans telle école ». Ça a tendance à se lisser et vraiment c'est très très rare. Mais voilà, donc faire un master, pourquoi pas. Ça a beaucoup d'avantages aussi par rapport à l'école d'ingénieur, hein, ne serait-ce que les frais d'inscription qui ne sont absolument pas les mêmes, mais qui vous amènent de toute façon au même métier. Nous voyons, nous, sur l'UFR Sciences et Technologies, au niveau de nos statistiques, globalement, allez, je vais être honnête avec vous, mais à un pouillème près, le temps pour trouver un emploi, que ce soit après une école d'ingénieur ou après un master de chez nous, est quasiment le même. Quand je dis pour trouver un emploi, c'est pour trouver un CDI. Hein, donc ça veut dire que nous, on a à peu près sur nos masters, alors avant la pandémie, bien entendu, là, les cartes sont rebattues, mais avant la pandémie, on avait entre 30 et 40% de nos étudiants qui trouvaient un CDI directement à l'issue du stage. Et on va dire que dans les 3-4 mois qui suivaient le stage, on avait 80% d'étudiants qui étaient embauchés en CDI, à un niveau cadre, un niveau ingénieur. Et au niveau des salaires, c'est quasiment la même chose, sauf, on va leur reconnaître ça, pour quelques très grandes écoles d'ingénieurs. Là, effectivement, il y a une différence de salaire à l'embauche, mais qui, au final, a tendance à se tasser au bout de 3-4 ans d'ancienneté. Nous avons encore une autre question, toujours concernant les écoles d'ingénieurs. Oui. Une question de Kauta Chabi. Bonjour, intégrer une école d'ingénieur, se fait-il sur dossier ou via un concours? Ça dépend des écoles. Là, ça dépend complètement des écoles. Je ne pourrais pas vous dire exactement lesquelles sont sur concours, lesquelles sont sur dossier. Là, il faut vraiment que vous vous renseigniez auprès des écoles d'ingénieurs directement. C'est elles qui vont pouvoir vous dire quel est leur mode de recrutement. Donc, il y en a qui sont uniquement sur concours, il y en a qui sont sur concours et ou sur dossier en fonction de votre provenance. Il y en a qui sont sur dossier plus entretien. Enfin, voilà, c'est très disparate. Et là, il faut vraiment voir directement avec l'école d'ingénieurs quel est son mode de recrutement. J'en profite à ce sujet pour vous dire que, vous le savez peut-être déjà, que du 21 au 23 janvier, il y a le salon virtuel de l'étudiant. Donc cette année, tout se fait à distance. Et donc c'est du coup plus pratique pour vous aussi. C'est une opportunité pour vous d'aller voir chacune des écoles d'ingénieurs ou d'université pour justement poser ce type de questions-là. Hein. Donc je dirais, n'hésitez pas à vous rendre sur ce salon. L'université y sera également présent pour présenter ces formations. On a du coup une question de Mathéo par rapport aux formations du nouveau but. Est-ce qu'elles seront disponibles sur le site web de l'université? Alors, je pensais qu'elles l'étaient déjà, en tout cas sur le site de l'IUT, hein, de l'université. Donc je ne sais pas si vous avez été voir sur le site de l'IUT. Normalement, elles sont présentes. Et donc vérifiez cela. Deuxième piste, dans tous les cas, vous pouvez également regarder sur Parcoursup, sur la plateforme Parcoursup, vous aurez toutes les formations, en tout cas de but 1, première année de but, sur la plateforme. Pas d'autres questions pour l'instant. Donc si vous avez d'autres questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Ok, bah, écoutez, je reprends. Donc on avait vu les différents métiers. Alors au-delà des métiers, il faut aussi voir les différents secteurs qui peuvent vous recruter.
Donc vous avez déjà tout ce qui est transport, hein, alors que ce soit du transport terrestre ou du transport aérien. Mais vous pouvez aussi aller travailler par exemple dans l'agroalimentaire. Alors ça paraît peut-être éloigné des sciences pour l'ingénieur, mais il y a de la production, et il y a de la production en série par exemple en agroalimentaire. Donc ils ont besoin aussi de profils très techniques dans ces métiers-là. Vous avez tous les métiers tous les métiers de la biotechnologie, donc c'est-à-dire pas biologiste, mais par contre tous les métiers tous les métiers techniques à destination de la biologie. Vous avez par exemple les bâtiments et travaux publics, les domaines de l'énergétique, que ce soit énergie, on va dire entre guillemets classique ou renouvelable. Tous les domaines de l'équipement, donc ce qu'on appelle les équipements, c'est pas forcément le téléphone ou la machine à laver, mais c'est ce qu'on appelle aussi les équipementiers, c'est-à-dire tous les sous-traitants de grosses entreprises. Donc par exemple, Renault va faire appel à différents équipementiers pour des pièces particulières. Donc il va faire appel à Faurecia, par exemple, pour ses sièges, à Bosch pour le système de freinage, à Valeo pour les optiques. Donc il y a tous ces métiers-là et toutes ces entreprises-là auxquelles on ne pense pas forcément de prime abord. Vous avez les métiers de l'intégration. Donc là, c'est toujours plutôt dans la production, lorsqu'on va vouloir intégrer dans une entreprise une nouvelle méthode de travail, remplacer des postes automatisés par des postes robotisés, ou au contraire faire revenir de l'humain dans l'industrie. Ça va être aussi tous les métiers, donc oui, je vous dis, où il faut intégrer des nouvelles technologies dans une entreprise. Et actuellement, par exemple, il y a un gros développement au niveau de ce qu'on appelle l'usine 4.0, où justement ça fait appel à de l'intégration, c'est-à-dire que dans une même usine, dans une même chaîne de production, on va essayer de faire, enfin non, on va pas essayer, on va y arriver d'ailleurs, mais on va faire collaborer des robots industriels classiques avec des humains, avec des robots mobiles, avec tout ceci supervisé par une intelligence plus ou moins artificielle, ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est les métiers de l'intégration. Vous avez tous les métiers de la maintenance, avec des maintenances qui sont de plus en plus, comment dire, entre guillemets scientifiques, c'est-à-dire qu'on n'attend plus qu'une machine tombe en panne pour la maintenir, mais on va faire ce qu'on appelle de la maintenance préventive, voire de la maintenance prédictive. Vous avez tous les services aux entreprises aussi, donc là ça va être de la sous-traitance, ça peut être aussi d'aller vers une entreprise, vous en tant qu'expert dans un domaine. Vous avez aussi, enfin, toutes les industries, quelles qu'elles soient, de transformation. Une transformation de la matière, transformation de composants, etc. Donc vous voyez qu'en termes d'application, quand même, ça vous laisse beaucoup de possibilités. Et en fait, c'est par rapport à ce que vous aurez choisi comme type de parcours que vous pourrez aller après dans le secteur que vous voulez. Parce que, imaginons que vous ayez envie de faire de la mécanique, vous avez envie de faire du calcul de structure, par exemple, donc du dimensionnement structure. Vous pouvez très bien aller en aéronautique pour calculer les structures des ailes des avions, mais vous pouvez aussi très bien aller dans les bâtiments pour faire du calcul de pont, chez un équipementier pour pouvoir calculer les systèmes d'accroche des sièges de véhicules au plancher. Au niveau des transports, par exemple, terrestres, du calcul de structure, on va en retrouver aussi au niveau des rails, au niveau des bogies que l'on va avoir sur les trains. Enfin bref, donc en fait, tous ces secteurs-là, quelle que soit la discipline dans laquelle vous avez envie de travailler, que ce soit plutôt de la mécanique, plutôt de l'élec ou plutôt de l'informatique, vous pourrez aller dans ces différents secteurs. Ils recrutent. Alors, je vous disais qu'on était un petit peu excentré du reste de l'université, parce qu'en fait, notre bâtiment est directement dans une zone industrielle. Alors, il n'est pas très loin, il est à 20 minutes à pied à peu près de la gare. Pour ceux qui connaissent un peu Évry, vous pouvez nous voir directement, on est sur le bord de l'autoroute.
assez facilement accessible. Et dans une zone industrielle, donc on a aussi un peu, enfin voilà, on est vraiment tourné vers le monde de l'industrie. C'est pas que symbolique, hein, ce positionnement-là. Donc voilà notre bâtiment. Alors bon, c'est des photos qui ont été prises avant la pandémie, hein, parce que maintenant, il y a malheureusement pas grand monde dedans. Et puis le peu d'étudiants que nous avons, on se balade avec des masques. Mais vous voyez qu'on a un bâtiment quand même plutôt agréable. Dans lequel on a aussi des plantes, on a, voilà, là c'est des halls d'entrée. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de moyens d'enseignement qui sont en très bon état. Donc on peut vous accueillir dans, nous avons 4 amphis de 100 à 140 places. Et puis nous avons aussi 16 salles de travaux dirigés. Et surtout, parce que fin de compte, c'est ça qui est le plus important, ce sont les salles de travaux pratiques. Donc dans cette salle de travaux pratiques, nous avons 12 salles informatisées, donc ce qui fait quand même un parc de 168 PC à destination des étudiants, ce qui est quand même plutôt pas mal, avec aussi une salle en libre service pour les étudiants. Alors pourquoi autant de salles de travaux pratiques informatisées? Parce que vous fassiez de la mécanique ou de l'électronique ou du design, hein, beaucoup de choses se font aussi quand même sur logiciel. Donc voilà pourquoi il y a autant de salles d'info. Alors justement, puisque je parlais des logiciels, nous avons choisi de travailler sur des logiciels qui sont utilisés en entreprise. Donc vous allez comme ça pouvoir travailler, pour ceux qui feront de la mécanique, des fluides par exemple sur ANSYS. LabVIEW, c'est tout ce qui va être électronique, capteur, supervision. MATLAB, on est plus dans le calcul scientifique, les asservissements, l'automatique. 3ds Max et Rhino 3D sont des logiciels dédiés au design industriel. Unity, c'est un logiciel pour faire de la réalité virtuelle et réalité augmentée. ORCAD, PSpice de l'électronique, SolidWorks pour la, pour la conception mécanique. Et en fait, bon, il y en a plein d'autres, hein, j'ai pas tout mis, mais voilà, ça c'est les logiciels que vous allez utiliser. Et puis, alors, en fonction de vos spécialités, du parcours que vous choisirez, ou en fonction des options, vous vous spécialiserez dans un domaine ou dans un autre. Mais voilà, sachez qu'en termes de logiciels, on utilise les mêmes que dans l'industrie. Alors, en plus des salles de travaux pratiques informatisées, nous avons aussi des salles dédiées. Donc là, on en a 9. Donc on a des salles qui sont dédiées à l'électricité, l'électronique et l'automatique. Donc vous pouvez voir sur les photos ici des paillasses avec oscilloscope, analyseur de spectre, générateur basse fréquence, alimentation stabilisée, multimètre, voilà, et plein de choses diverses et variées. Nous avons une salle dédiée aux automatismes et à la robotique. Donc vous voyez, on est équipé de robots. Hein. Vous avez, suivant encore une fois le parcours que vous choisirez, vous allez apprendre à vous servir de robots industriels et d'automates aussi, ici, des automatismes industriels. On a une salle dédiée aux matériaux et à la métrologie, plutôt pas mal équipée quand on connaît le prix de ces équipements, où on va retrouver là encore du matériel qui est utilisé en entreprise. Donc vous voyez par exemple sur l'image en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle un bras pharo. En fait, c'est un bras qui va permettre de faire de la mesure tridimensionnelle. Typiquement, c'est utilisé dans le monde de l'aéronautique pour vérifier les pièces en sortie de production. L'espèce d'armoire avec les deux mâchoires au milieu, ça c'est une machine pour faire des essais de traction pour tester différents types de matériaux et connaître la manière dont ils se comportent. Et puis complètement à votre droite, vous avez une machine à mesurer tridimensionnelle. Donc là encore, hein, c'est ce qu'on va retrouver assez classiquement dans les entreprises. L'idée étant toujours qu'au niveau des travaux pratiques, vous soyez, et nous soyons en tout cas le plus proche possible de ce qui se passe dans l'industrie, de manière à vous former au mieux. Alors c'est vrai que des fois on a du matériel qui est un petit peu vieillissant, parce que voilà, on n'a pas forcément toujours les moyens, mais en tout cas c'est des choses qui existent et que l'on retrouve classiquement. Nous avons aussi une fonderie pour compléter les matériaux.
Nous avons une salle qui est dédiée à ce qu'on appelle des serious games. Alors c'est normal, hein, l'image avec toutes les cochonneries par terre. Ça peut paraître étrange, mais en fait, ces serious games, en fait, il y a certains concepts qui sont très difficiles à faire passer en cours ou en travaux dirigés. Et il n'y a que lorsqu'on est confronté au problème que l'on arrive à voir justement quelles sont les difficultés et comment les résoudre. Donc là aussi, encore une fois, donc là c'est plutôt en master hein, qu'on utilise ce genre de type d'enseignement où on est dans de la simulation de ce qu'on peut mettre en place en entreprise. Et donc vous voyez en fait donc sur l'image hein, où vous avez la photo avec toutes les cochonneries par terre et l'image d'à côté à droite en fait bah, c'est justement comment est-ce que par quels moyens est-ce que j'arrive à faire comprendre aux gens qu'il faut ranger leur zone de travail. Ça paraît couillon, hein, mais tant qu'on ne l'a pas fait, on ne se rend pas compte qu'on produit de la non-qualité, etc. Donc à travers des exemples un peu simples, on arrive à faire passer et transpirer des concepts beaucoup plus complexes. On a une volière, donc là pour tous ceux qui voudraient poursuivre en master vers des formations plus aéronautiques et drones. On a une halle technologique donc avec des moyens d'usinage, donc commande numérique, usinage conventionnel, traditionnel. Et puis, ce que vous avez en haut à droite, la bleue, c'est les postes de soudure. MIG, TIG. Voilà. On a une zone dédiée à l'aéronautique. Alors, ça paraît tout démonté, mais c'est normal. Donc, vous avez sur l'image, là, au premier plan, vous avez une alouette. Hein, donc, c'est un hélicoptère et puis vous avez aussi des parties d'avions qui ont été récupérées de manière à justement aller aussi voir ce qui se passe directement sur un avion. On a un simulateur de vol et puis vous voyez aussi à droite c'est une soufflerie type Eiffel. Donc là par exemple on s'en sert en aéronautique pour les cours sur les profils d'ailes pour voir justement en fonction des profils d'ailes la portance des avions, ce genre de choses. On a une zone véhicule avec une Zoé, parce que le véhicule électrique, quand même, c'est l'avenir. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose là autour, mais c'est en train d'être monté, justement, des travaux pratiques et des projets sur véhicules électriques. Enfin, on a aussi un Fab Lab. Donc là, c'est plutôt dédié au projet. Donc c'est une grande salle avec des postes informatiques, avec je crois qu'il y a 2 ou 3 imprimantes 3D. On a un mini robot pour graver des plaques. On a de quoi faire on a de quoi tirer des cartes électroniques, ce genre de choses. Donc de manière à pouvoir avoir un enseignement très complet autour d'un projet. Et puis sur l'image de gauche, vous voyez aussi tout au fond un petit robot. Alors, les études, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc, on est excentré, mais il y a quand même une association, enfin, il y a plusieurs associations au sein de l'UFR Sciences et Technologies. Donc, il y a le Valhalla, hein, qui est plutôt dédié à des espaces de repos, tenus par des étudiants, donc avec un bar, une zone baby-foot, les zones un petit peu détente. En termes d'association, on a aussi l'association Octave. Donc là, c'est pour ceux qui auraient envie de travailler avec le CNES sur des mini-fusées. Et puis, nous avons aussi une association de robotique. Vous avez aussi directement sur place une bibliothèque. Donc, même si on est excentré quand même d'Evry, vous retrouvez une vie de campus, fin de compte, assez classique. Alors... Dans la vie à l'UFR, donc ça c'est des petits robots parce que je vous parlais du projet de L3 d'une centaine d'heures. En fait c'est un concours de robotique mobile. Donc tous les ans on fait, alors malheureusement l'année dernière on n'a pas pu le mener à bien hein, puisqu'on s'est retrouvés tous confinés et les étudiants ne pouvaient pas avoir les kits de robots chez eux. Mais en fait ce qu'on fait c'est que pendant ces projets on mélange les étudiants de toutes les spécialités de manière à ce que chacun amène sa pierre. Des étudiants qui suivent, je ne sais pas moi, le parcours d'électronique vont travailler avec des étudiants de design
de manière à mener à bien voilà, ce concours de robotique mobile. Et puis, en général, ça marche plutôt bien, c'est plutôt sympa. Franchement, c'est sympa quand on n'est pas confiné. Et puis, pareil, quand on n'est pas confiné, à la fin de l'année, il y a une remise des diplômes. Donc là, c'est pareil, c'est un moment assez sympathique. Parce que aussi on revoit nos étudiants, on les voit revenir et ils nous disent, pour ceux qui ne sont pas forcément restés chez nous en master, ceux qui sont partis par exemple chercher du travail ou en école ou dans d'autres masters, ça permet d'avoir un retour. Et puis aussi pour ceux qui ont fini leur master, hein, c'est intéressant aussi de les revoir parce qu'on a un retour direct de leur ressenti de leurs années d'études. On sait ce qu'ils deviennent, on sait quel est leur métier, combien ils ont mis de temps pour trouver un emploi, etc. Et nous, derrière, ça nous permet de nous adapter. Et grâce à ces retours, par exemple, l'année dernière, on a repris complètement notre programme de formation en licence. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Donc, s'il y a des questions, surtout, il ne faut pas hésiter. Je vais y répondre, je vais essayer d'y répondre. Nous avons une autre question de Kautar Chabi. J'espère que je ne prononce pas mal votre prénom. Je cite, « J'ai pu voir que la licence est non sélective. Oui. Et je voulais donc savoir si le recrutement se faisait au hasard ou si les notes et les appréciations des lycéens sont prises en compte pour faire un classement ou autre. » Oui, alors effectivement, c'est non sélectif parce qu'on n'a pas le droit de dire non à un étudiant. En revanche, via Parcoursup, en fait, toutes les candidatures sont classées. Alors, pour nos critères de classement, il y a les notes, effectivement, parce qu'un élève qui aurait vraiment trop de difficultés en physique ou qui n'aurait pas fait de mathématiques du tout depuis des années, on sait que ça va être problématique. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi l'anglais, auquel on est très attentif, hein, puisqu'on vous forme à des métiers de l'ingénieur. Donc le but, c'est quand même, nous, de vous accompagner le plus loin possible dans vos études. Et maintenant, si vous n'êtes pas quasiment bilingue à la fin de vos études, ça devient très compliqué. Donc on va s'attacher à ça. On va s'attacher aussi à votre parcours et à ce que vous voulez faire. Donc vous devez... alors je ne sais plus exactement, c'est le compte... Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais il y a un moment... Le projet de formation motivée, vous voulez dire ? Oui, voilà, c'est ça. Merci, le projet de formation motivée. J'étais encore sur l'aide de motivation, n'est-ce pas ? Enfin, voilà, c'est ce genre de choses où là aussi on y est attentif parce que, en fonction de ce que vous mettez dedans, on arrive déjà à ressentir si, a priori, votre choix de cette licence est correct ou pas. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de lire des projets de formation où des étudiants disent moi, je voudrais être architecte. Non, pour être architecte, il vaut mieux passer par les écoles d'architecture classique. Voilà, donc c'est ça aussi qui va permettre d'effectuer le classement. Une fois que tous les étudiants ont été classés, après, c'est Parcoursup qui appelle au fur et à mesure les étudiants en fonction du classement. Sachant que je crois qu'on doit avoir à peu près 120 places d'ouvertes aux néo-entrants. Voilà. Juste un complément par rapport à cela. Quand vous... d'ailleurs, la plateforme a ouvert aujourd'hui, 20 janvier, pour la partie inscription et pour vos vœux. Et lorsque vous allez sur la fiche formation, licence pour l'ingénieur, sciences pour l'ingénieur ou pour toute autre formation d'ailleurs, vous avez de manière assez précise plusieurs rubriques, notamment les attendus, nationaux et locaux définis par chaque université lorsqu'il y en a. Et vous trouverez également les critères généraux d'examen des vœux, alors qui précisent et qui effectivement vous retrouverez ce que vient de vous préciser Madame Connaisson, qui vous donne tous les critères d'examen et de classement de vos candidatures. Voilà, donc n'hésitez pas, et je vous recommande, c'est même plus que recommandé, de regarder attentivement ces critères parce que en fonction de ça, vous pourrez orienter de manière pertinente votre dossier et en particulier votre projet de formation motivé. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment.
Sinon, on va clôturer la conférence là. Eh bien, je vais remercier Madame Connaisson. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Et puis, merci à tous les participants à cette conférence. Alors, j'annonce une date, le 6 février prochain, aura lieu la journée porte ouverte de l'Université d'Évry. Donc, sur les différents campus d'ailleurs, vous y retrouverez toutes les formations, l'IUT également. Et bien sûr, Madame Connaisson sera présente, Oui. je pense, pour présenter la licence Sciences pour l'ingénieur. Donc des ateliers, possibilité de rencontrer sur place des enseignants, peut-être en fonction du contexte, des possibilités des étudiants. Et puis, on fera proposera un certain nombre de conférences sur les différentes formations, mais ça sera à distance. Voilà, donc 6 février, toutes les informations pratiques, les horaires précisément, mais en gros, ça sera toute la journée, de 10h à 18h, ainsi que les modalités d'inscription à cette journée porte ouverte du 6 février, vous seront communiquées sur le site internet de l'université à la fin du mois de janvier. Voilà. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Au revoir.